Alors bonjour à tous. Alors, je ne suis même pas sûr qu'on ait besoin de micro pour s'exprimer ici. Alors, je suis Alexandre Camarty, je suis directeur commercial pour la société Foodcherry. Foodcherry, pour ceux qui ne connaissent pas, aujourd'hui, on est le leader engagé des solutions de restauration en comptoir en entreprise. Et je suis très content, en tout cas avec mes collègues Hugo et Caroline, d'introduire ce sujet, faire le choix d'une cantine d'entreprise savoureuse, saine et durable. Alors, vous allez voir que ce titre n'a pas été choisi par hasard, puisque c'est presque mot pour mot la mission de Foodcherry, puisque Foodcherry est depuis maintenant près d'un an société à mission. Voilà, on reviendra un petit peu là-dessus dans quelques slides. Et Foodcherry est également, depuis quelques mois, on en est très fiers, certifié Positive Company, qui est un label un peu similaire à ce qu'on pourrait connaître autour d'un Bicorp, mais qui est un label français sur des normes européennes et qu'on est très fiers en tout cas d'avoir obtenu il y a quelques mois. Je vais laisser peut-être rapidement Hugo vous faire travailler un petit peu. Bonjour à toutes et tous, donc Hugo Fernandez en charge de la RSE chez Foodcherry. On vous a préparé quelque chose d'un peu plus interactif pour que vous puissiez découvrir avec nous au fur et à mesure nos engagements, les enjeux d'une restauration saine, savoureuse et durable. Donc on vous invite à scanner ce QR code, on va vous poser quelques questions sur l'alimentation saine, l'alimentation durable, tout au long de cette présentation. Et que serait un quiz sans lot à gagner? Donc à la fin, vous pourrez remporter un ou plusieurs livres de recettes Foodcherry, qui est un très beau livre pour justement transitionner vers une alimentation plus saine et plus durable. Voilà. Je laisse la dernière personne scanner ce QR code. Je pense que c'est bon. Et juste avant d'entrer dans le vif du sujet, dans la partie un peu technique, donc le sain, le savoureux et le durable, que nos experts vont nous expliquer. Moi, je voulais juste faire une petite introduction sur la restauration en entreprise, puisqu'aujourd'hui, la restauration en entreprise, c'est pas toujours le levier auquel les employeurs pensent en fait pour réduire en fait leur empreinte carbone, pour améliorer leur RSE. Pour autant, c'est un mot qui a du sens quand on dit se restaurer au travail. Il y a des chiffres, on va dire, qui ont du sens. Aujourd'hui, la restauration en entreprise, c'est plus de 3,4 milliards de repas pris en entreprise. C'est également 39% des Français et des Françaises qui considèrent que l'employeur, et ça je trouve que ça a vraiment beaucoup de sens, est le troisième acteur de l'éducation alimentaire, après la famille, après l'école. Et ça, que cette éducation alimentaire, c'est vraiment quelque chose que nous on essaye de prôner, c'est éduquer vers une transition, vers une alimentation à impact positif pour la planète. Et aujourd'hui, la restauration d'entreprise, notamment depuis le Covid, rencontre de nombreux défis, de nombreux enjeux, que ce soit au niveau de l'employeur, pour améliorer la QVT, pour améliorer sa RSE, mais aussi des enjeux au niveau des employés, des salariés qui veulent aussi une nourriture qui soit saine, qui soit savoureuse. Ils veulent beaucoup de faits maison, chose qu'on nous on propose aujourd'hui chez Foodcherry. Mais la restauration en entreprise, c'est également aujourd'hui des enjeux des enjeux réglementaires, avec notamment deux lois qu'on rencontre régulièrement. C'est la loi AGEC, qui oblige certains sites de restauration à proposer des contenants réemployables, et la loi EGalim, qui est un peu plus complexe, mais qui est une loi qui régit aujourd'hui le choix, en tout cas des employeurs dans le cadre de la solution qu'on veut prendre pour se restaurer le midi. Et donc, rapidement, j'ai introduit là-dessus, mais qu'est-ce qu'on fait nous chez Foodcherry, à part de magnifiques PowerPoint comme vous pouvez le voir? Nous, ce qu'on souhaite, c'est donc aider les entreprises à améliorer la pause déjeuner de leurs collaborateurs, avec des plats fraîchement cuisinés, équilibrés, variés, qu'on va retrouver sur les solutions de comptoir que l'on propose à nos partenaires, donc à nos partenaires entreprises, et qu'on peut retrouver sous deux formes, le comptoir animé, le comptoir autonome. Mais on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui, on est là pour parler de notre mission. Notre mission, que j'ai introduit, parce que c'est vraiment le titre de cette présentation aujourd'hui, mais cette mission, elle est née d'un constat. Le constat, il est simple, c'est les modes d'alimentation actuels peuvent s'avérer délétères pour l'humain et ne répondent pas aux besoins des gens et de la planète aujourd'hui. Et donc nous, en tant que restaurateurs, parce que on est des restaurateurs avant tout, ça on tient vraiment à le dire, c'est important, on souhaite contribuer à un modèle alimentaire vertueux. C'est pour ça que la mission de Foodcherry, c'est concevoir, cuisiner et livrer aux entreprises des repas savoureux, sains et durable. En fait, dit autrement, on vous souhaite proposer aux collaborateurs en fait, des plats qui sont bons pour la santé, qui sont bons pour la planète et qui sont bons tout court. Et j'insiste vraiment sur le bon tout court parce qu'on veut arriver à prouver que
voilà, le bon pour la santé, enfin le sain et le durable, ça peut passer par le plaisir, ça peut passer par la gourmandise, et c'est pas forcément quelque chose qui aura pas beaucoup de goût, sur lequel j'aurai faim 2 heures après. Voilà, et si on veut un peu tirer le trait, c'est vraiment on dire voilà, c'est demain la gourmandise, elle peut sauver le monde en fait, et on peut proposer voilà, des plats qui sont sains, savoureux et durables. Je propose que nous rentrions dans le vif du sujet avec le premier thème autour du savoureux. Et je vais passer la parole à Caroline. Tu as un micro, donc ce n'est pas la peine de te le passer. Et je peux peut-être te passer la télécommande si tu veux. C'est ça que je voulais. Donc bonjour, je suis Caroline Vigneault-Cassina, je suis directrice du pôle culinaire et de la RSE chez Food Chéri. Merci pour cette introduction, Alexandre, et surtout sur la fin. Qu'est-ce que tu as dit, la gourmandise peut sauver le monde. On ne l'avait jamais dit, mais c'est très bien résumé. Et, alors, la gourmandise et le goût, c'est certainement quelque chose d'assez subjectif. Néanmoins, il y a quelques fondamentaux. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous inviter à répondre à quelques questions pour ceux qui veulent gagner un très beau lot à la fin de... Voilà, et donc là, qu'est-ce qu'il y a ? Tout le monde est connecté ? Ouais, super. On va lancer le quiz. Donc, les deux premières questions. Pardon, excusez-moi. C'est vrai qu'il y a un micro, mais c'est pas très grand. Donc, quelle note minimum doit avoir un plat Food Chéri pour être à la carte ? C'est la note qui est attribuée par nos clients. C'est au travers de l'app. Ils peuvent noter les plats qu'ils reçoivent. 4 sur 5, 4,5 sur 5, 2,5 sur 5. Une majorité de personnes qui ont bien répondu, en tout cas. Bien. Félicitations, j'y reviendrai juste après. Effectivement, c'est la note de 4 sur 5. Deuxième question sur le savoureux. Notre pôle R&D est en charge de la conception des recettes, de l'amélioration continue des recettes, des deux. Ah, félicitations. Là, non, c'est pas un strike, mais pas loin. Les deux, bravo. Alors, effectivement, c'est pas facile de parler du goût, donc la meilleure façon d'en parler, c'est peut-être plutôt de le goûter. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin. On vous a préparé une petite surprise pour que vous puissiez repartir le ventre plein. Des déjeuners qui sont bons, alors ça veut dire plein de choses. Ça passe beaucoup par la diversité. On essaye de faire des plats inspirés de la cuisine du monde, des plats de la cuisine traditionnelle. On a aussi une gamme sur le pouce de sandwich, de quiche, des petits bao, des arancini. Et on a beaucoup de recettes. On a un catalogue de 800 plats. Alors ça peut paraître beaucoup, mais comme on suit strictement les saisons sur le plan du végétal, en moyenne, par saison, vous avez 200 plats différents. Ce qui est suffisant pour ne pas se lasser et manger Food Chéri tous les jours au bureau. Et comment on fait pour faire en sorte que ces recettes, on soit sûr qu'elles plaisent en fait à nos clients ? Eh bien, on les teste au moment de leur conception et surtout on les teste tout au long de leur cycle de vie. Et donc, quand vous avez acheté un plat Food Chéri, vous pouvez le noter. Et c'est cette note, et vous avez répondu brillamment, c'était la première question, j'ai plus le taux de réponse. Si la note descend en dessous de 4 sur 5, elle sort de notre catalogue et elle retourne dans le pôle R&D pour être retravaillée. Il y a différentes raisons qui expliquent qu'une recette qui a plu un moment plaît moins à un autre moment. Et donc on travaille en permanence sur l'amélioration continue, nos recettes et nos plats, pour qu'elles aient en minimum 4 sur 5. Tu disais, Alexandre, en entrée, pardon, je suis biaisée des formations professionnelles.
qu'on est des restaurateurs avant tout. Et en fait, on tient à le dire, ça peut sembler évident quand on fait de la food en entreprise, mais en fait, on est les seuls sur le marché à cuisiner tous nos plats nous-mêmes. Et notre cœur de métier, c'est vraiment la cuisine et d'être des cuisiniers. Pour tous ceux qui veulent, vous pouvez venir visiter notre cuisine qui est à Sucy-en-Brie, qui est la même cuisine que la vôtre, mais en très très grand. Et on a vraiment à cœur aussi de les mettre en avant, ces cuisiniers. C'est 50% de nos effectifs. Et c'est des gens qui découpent des légumes et des fruits, qui mijotent des sauces, qui font cuire du poisson et de la viande. On a même aussi un atelier de pâtisserie, donc nos desserts aussi sont faits maison. Et je pense qu'avec le temps, on finit par plus le dire parce que ça semble évident, mais en fait, le fait de faire maison, ça nous permet, nous, de maîtriser toutes nos chaînes d'approvisionnement, de maîtriser le goût. Si un plat qui sort de chez nous, s'il est trop salé, que les clients nous disent qu'il est trop salé, on peut ajuster dès le lendemain, ce qui n'est évidemment pas le cas quand vous avez des partenaires sous-traitants qui peuvent par ailleurs bien cuisiner. Mais voilà, nous, on a vraiment à cœur de cuisiner nous-mêmes, et aussi, c'est un métier qu'on aime. Je ne sais pas trop comment le dire autrement. Moi, dans ma vie d'avant, j'avais un restaurant que j'ai fondé, que j'ai dirigé, mais j'étais aussi cuisinière dedans. Et je crois que la cuisine, c'est vraiment c'est un métier de passion, en fait. Et voilà, je pense qu'on a ça dans la peau. Et en fait, tout le monde à Food Chéri aime manger. Tout le monde n'est pas cuisinier, mais il y a vraiment ce truc autour de la cuisine. On est hyper fiers de ça. On est très fiers de nos cuisiniers, de la cuisine qui sort de chez nous tous les jours. Et je pense que c'est un élément essentiel dans le goût que vous avez dans vos assiettes après. Alors, pour l'organisation aussi, c'est donc nos plats sont faits dans notre grande cuisine, mais ils sont aussi conçus et élaborés dans notre plus petite, cette fois-ci, cuisine R&D. Donc on a une équipe de 3 personnes qui travaillent tout au long de l'année sur, comme on le disait dans la deuxième question, la création des nouvelles recettes et leur perfectionnement. Amélioration continue, c'est un mot un peu, on va dire, peut-être un peu froid, mais en gros, le perfectionnement des recettes. Et donc, elles imaginent des recettes, les produits sont sourcés auprès de producteurs et de fournisseurs qui sont rigoureusement sélectionnés par une acheteuse professionnelle, et elles sont essayées plusieurs fois, validées par un groupe de testeurs internes. Il y a une équipe très transverse qui est composée de gens de la food, mais pas que, des gens du marketing, des gens d'autres fonctions administratives dans l'entreprise qui goûtent les plats et qui aident en fait à leur conception et à leur validation avant qu'ils soient vendus à nos clients. Voilà, je pense que sur ce sujet-là, j'ai tout dit, à moins que vous n'ayez des questions. Vous goûterez à la fin, ça sera plus simple. Alors, je vais vous demander de retourner sur vos téléphones. Et on va passer à la deuxième série de questions sur le volet de l'alimentation saine. Et là, je vais mettre plus ma casquette nutrition, parce que j'étais formée en micronutrition par Anthony Berthoud. Quel devait être le temps minimum d'une pause déjeuner pour garantir la satiété? Une pause de 10 minutes sur le pouce, ça me suffit pour être rassasié. Une pause déconnectée d'au moins 20 minutes. Pas de déj de moins d'1 heure à table. Félicitations. Oui. Deuxième question. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies? Les légumes crus ou cuits apportent fibres et favorisent la satiété. Une protéine animale est indispensable au déjeuner. Un bon plat de pâtes au déjeuner évite la fringale de l'après-midi. Oh, je vois qu'il y a des gens très, très au fait des sujets de nutrition dans cette salle. Félicitations. Alors, je vais parler un peu de... Enfin, voilà, c'est quoi bien manger tout au long de la journée, et notamment pour être performant, ou du moins en forme quand on travaille, que ce soit au bureau ou en télétravail. Alors, en général, la journée, elle commence, évidemment, j'ai fait aller trop vite, bon, vous avez compris, elle commence par un bon petit déjeuner. On en fait d'ailleurs chez Food Chéri, on a certaines entreprises dans lesquelles on installe des solutions qui permettent de couvrir tous les moments de la journée, et notamment le petit déjeuner.
Et un bon petit déjeuner, c'est en général pas le petit déjeuner qu'on aime consommer en France, qui par ailleurs est gourmand, hein. Le fameux jus d'orange, croissant ou tartine de pain beurre. Idéalement, déjà, il faut s'hydrater, c'est hyper important. Donc, un thé vert de préférence, ça peut être un grand verre d'eau ou un thé noir, ça passe aussi. Des protéines, des œufs, mais ça peut être une tranche de jambon pour ceux qui mangent de la viande. Ça aide à booster la motivation grâce à la dopamine que les œufs, enfin les protéines contiennent en général. Des oléagineux, entre 30 et 50 grammes, ce qui fait une bonne poignée. C'est riche en oméga 3, en oméga 9. C'est hyper important pour le cerveau et c'est aussi riche en fibres. Donc ça marche bien pour la satiété. Le fruit de saison, pas en jus, de préférence entier. L'orange dans sa matrice alimentaire et l'orange en jus, c'est vraiment pas le même résultat nutritionnel. Donc notamment, ça garde les fibres. Donc un fruit de saison, là, ça apporte des vitamines notamment. Et puis pour les plus gourmands, du pain complet ou un muesli traditionnel à base de flocons d'avoine et si possible sans sucre ajouté. Ça, c'est évidemment le combo gagnant qui vous évite la fringale de milieu de matinée et qui vous garantit une performance optimale. Alors ça, c'était la question du quiz. Notre cerveau a besoin de, donc vous avez répondu, donc je ne vais pas faire durer le suspense trop longtemps, 20 minutes au minimum. Effectivement, c'est le temps nécessaire pour que le cerveau reçoive l'information que vous avez déjeuné et donc intègre le fait que vous avez mangé indépendamment du remplissage de votre estomac. Puisque la satiété, c'est deux choses. C'est le message qui est envoyé à votre cerveau et le fait que votre estomac, concrètement, il est rempli. Donc la mastication, c'est vraiment une phase essentielle en fait, du repas. Et on dit souvent qu'il faudrait mâcher 20 fois. Je vous invite à faire le test la prochaine fois que vous mangez. Vous allez voir que 20, c'est vraiment beaucoup. Mais en tout cas, prendre le temps de manger, prendre le temps de la pause déjeuner, ça contribue à l'équilibre et à la satiété. Et c'est vraiment important dans le cadre de l'équilibre alimentaire. Après, nous, on a tendance à conseiller de faire un petit déjeuner convivial, mais moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, on peut déjeuner tranquille dans son coin, on peut avoir envie d'avoir un moment pour soi. Enfin, je pense que ça, il n'y a pas de règle. On a quand même tendance à conseiller de se déconnecter des ordinateurs, des téléphones sur lesquels on est quand même la plupart du temps, le reste de la journée. Ça fait du bien à la tête, mais les échanges conviviaux avec ses collègues ou avec des amis, donc ce qu'on appelle la commensalité, le fait de partager un repas, c'est quand même la façon la façon idéale de faire un déjeuner sain, au-delà de ce que vous consommez dans le déjeuner. Donc prendre votre temps. Qui a déjà eu envie de faire un gros dodo après un plat de pâtes carbo ? Vous avez certainement dû l'entendre à plein d'occasions. C'est vraiment important de manger des légumes à tous les repas, crus ou cuits. Les légumes, je pense que tout le monde l'a compris, c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé pour plein de raisons, mais notamment parce qu'ils sont riches en vitamines et en fibres. Et donc, ça facilite la satiété. Je vous recommanderais même de commencer par le légume, notamment commencer par une soupe. Donc, commencer votre bol alimentaire par les légumes, c'est encore plus favorable à la satiété. Les céréales, contrairement à ce qu'on croit souvent, ne sont pas indispensables le midi. Elles sont indispensables pour les gens qui sont sportifs, pour les gens qui éventuellement ont des carences, les femmes enceintes aussi, les personnes qui ont des besoins nutritionnels plus élevés. Mais dans le cadre d'une vie, surtout quand vous avez un emploi tertiaire, vous êtes assis toute la journée, la céréale au déjeuner, elle n'est pas obligatoire. Après, si vous l'aimez, ne vous en privez pas, mais elle n'est pas obligatoire. Et souvent, notamment les céréales blanches, elle favorise un pic de glycémie et c'est ce fameux pic de glycémie qui fait que ensuite vous avez une fringale 2 heures après avoir mangé. Donc si vous mangez des céréales sur votre déjeuner, privilégiez des céréales semi-complètes ou complètes. Et si vous mangez des céréales aussi, de préférence avec une protéine animale ou pas, et aussi surtout des légumes.
Effectivement, j'aime bien le petit encart à la fin sur l'idée reçue qu'en mangeant des légumes, j'ai encore faim. C'est une idée reçue tenace qui est fausse. Enfin, vérifiez-le. Après, on est tous différents, donc je vais pas. Il y a peut-être des gens pour qui ça ne suffit pas, mais vous pouvez manger un gros volume de légumes pour un assez faible apport calorique, et la quantité contribue quand même à la satiété, et notamment l'effet des fibres vraiment est très favorable à la satiété. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parfait. Merci. Bon, ça, c'est en bonus. Les oméga 3, vous en entendez parler en long, en large et en travers. Ils sont contenus essentiellement, en tout cas chez Food Chéri, dans les poissons gras. On en a à notre carte. On a du saumon, on a du thon, pas frais, mais un très bon thon en conserve issu d'un approvisionnement durable d'une entreprise qui s'appelle Fish Forever. Également du maquereau, du même fournisseur. Et donc ça, c'est des plats que vous avez à la carte, par exemple. Avant de terminer sur le sujet, j'ai encore le sujet de la collation, dans le même esprit, le goûter, effectivement, il est autorisé pour tout le monde. Souvent, on s'interdit de grignoter et goûter, c'est pas du tout la même chose. Grignoter toute la journée des petites choses, c'est pas du tout pareil que de faire un 4e repas que peut être le goûter. Il y a des gens qui en ont besoin. Moi, personnellement, je goûte tout le temps. Par contre, le goûter, la pâtisserie, là, je vous le recommande vraiment pas. Gardez-le juste pour le dimanche, pour la visite chez la grand-mère. Mais la bonne collation, ce serait plutôt, à nouveau, c'est un peu toujours les mêmes astuces, les oléagineux, les fruits entiers, du chocolat noir, voilà, qui contribuent à la satiété, qui apportent des nutriments, des vitamines, des fibres. Et surtout, n'oubliez pas de boire 2 litres d'eau par jour. Faites l'exercice, c'est 8 grands verres d'eau. Et je ne compte pas là-dedans le thé et le café, et évidemment encore moins les autres boissons sucrées ou jus d'orange, etc. 8 grands verres d'eau par jour. Essayez demain, je pense qu'il n'y a pas une personne sur 2 dans la salle qui les boit. Alors on continue par d'autres questions. Je vous laisse retourner sur le quiz. Alors attention, il y a un piège. Le Nutri-Score est une évaluation nutritionnelle de A à G qui existe depuis 2016 en France et désormais dans 7 pays européens. Depuis 2017 chez Food Chéri, il permet à nos clients de choisir des plats bons pour leur santé. C'est d'autant plus facile car 86% de nos plats sont en Nutri-Score A ou B. Vrai ou faux? Il y avait un piège. La phrase est quasiment toute juste, sauf les lettres. L'échelle de notation va de A à E et non pas de A à G. Mais tout le reste était juste. Mais comme j'avais posé que des questions faciles avant, c'était pour faire un petit piège. 86% de nos plats qui sont en Nutri-Score A ou B. Ça, c'est bien juste, ouais. Les sels nitrités favorisent le cancer colorectal selon l'ANSES et pourtant, ils sont autorisés dans l'alimentation animale, ils sont autorisés dans l'alimentation humaine, ils sont interdits chez Food Chéri. Alors, les 3 affirmations sont justes. Ils sont autorisés dans l'alimentation animale et humaine et ils sont interdits chez Food Chéri, notamment dans la charcuterie, puisque c'est là qu'on les retrouve le plus fréquemment. Donc, je terminerai par ces 3 points-là. Ce sujet des sels nitrités dans la charcuterie, on en est hyper fiers puisque on a été les premiers, avant même les industriels, à travailler sur ce sujet avec notre partenaire, la charcuterie Mias, qui est une petite charcuterie artisanale dans le sud de la France, qui travaille hyper bien, avec qui on a avancé ensemble sur ce sujet des sels nitrités, parce qu'on avait commencé par les lardons et ensuite on l'a étendu à toute notre gamme, donc le jambon blanc et plus récemment le jambon sec. L'autre point qui était important... Excusez-moi. En haut à droite, donc les Nutri-Score. Actuellement, les Nutri-Score sont de A ou B. Donc pour les plus avertis d'entre vous, vous avez certainement dû voir passer une évolution de l'algorithme du Nutri-Score.
qui se fait attendre. Donc là, je précise que cette notation, le 86% de Nutri-Score A et B, c'est sur l'ancienne échelle qui est encore en vigueur et qui est encore celle qu'on utilise. Et on est en attente depuis maintenant plusieurs mois d'un arrêté qui permettrait le déploiement du nouveau Nutri-Score. Les experts ont revu l'algorithme, notamment pour rendre plus pertinent le Nutri-Score et éviter des situations comme des céréales, je ne veux pas citer de nom de marque, mais bon, en gros très sucrées et pas du tout bonnes pour la santé, qui seraient notées A, comme on a pu le voir dans le commerce, ou d'autres types d'aberrations. Je n'en ai pas d'autres qui me viennent en tête. Mais voilà. Donc on est en attente de la mise en œuvre de cet arrêté pour mise en œuvre du nouvel algorithme. Et pour le moment, on est sans nouvelles. Et étant donné le contexte politique, on ne sait pas. Et je terminerai, avant de laisser la parole à Hugo sur les enjeux de l'alimentation durable, par nos ingrédients bio. On a 40% de nos ingrédients en quantité qui sont bio, c'est-à-dire quand même pas loin d'un ingrédient sur 2 quand vous aurez votre placard ou votre réfrigérateur qui est bio. Et ça, aujourd'hui, toutes les études prouvent que c'est favorable à une bonne santé. C'est aussi favorable à la biodiversité. Et donc on est hyper fiers de ce chiffre, d'autant que, comme vous le voyez, on est bien au-dessus des moyennes en RHD, qui est de 5% quand on est sur les chiffres en valeur. Excusez-moi. Pardon. Et donc je termine, parce qu'en plus je pense que je prends trop de temps. Non ? Juste un peu. Parfait. Merci Caroline. Du coup... Mince, ça va un peu vite. On va partir sur le dernier segment sur l'alimentation durable, donc après le savoureux et le sain, donc le triptyque qui est au cœur de notre mission. Et on repart sur les 2 dernières questions du quiz sur ce sujet, donc je vous invite à y retourner. Alors, première question sur l'empreinte carbone de nos aliments quotidiens. Donc, il va falloir les classer. Donc, retrouver l'empreinte carbone de chacun de ces 4 aliments. Donc, le bœuf, le poulet, la carotte et l'avocat. J'ai précisé cru à chaque fois parce que l'empreinte augmente en fonction de son mode de cuisson, évidemment. Voilà. Ok, très beau score. Donc, comme vous le voyez sur les réponses, en effet, très simplement, les viandes sont évidemment en haut du classement, donc les plus impactantes, avec le bœuf qui est largement au-dessus, avec 27 kg de CO2 équivalent par kilo, là où le poulet, qui est pourtant dans la même grande catégorie des viandes, est bien moins impactant. Pour l'empreinte carbone des végétaux, on a aussi des différences assez marquées en fonction des types de végétaux, donc c'est aussi un levier. On n'y pense pas assez souvent, mais le végétarien est évidemment un levier fort pour la décarbonation de l'alimentation. Mais dans les familles d'aliments, dont les végétaux, il y a aussi des leviers. Par exemple, le riz ou l'avocat, par exemple, sont plus impactants d'un point de vue carbone que la carotte. Et dernière question, la toute dernière. Sur notre carte, on a pris des engagements assez forts il y a quelques années, en 2020. Selon vous, quels aliments avons-nous complètement supprimés de notre carte pour des raisons environnementales entre le bœuf, le soja, l'avocat, le cabillaud ou la roquette ? Exactement. Alors, je vois qu'en effet, le soja est un peu un piège parce qu'il est très controversé pour différentes raisons, notamment des raisons sanitaires, mais on ne va pas s'étendre aujourd'hui sur ça. Il y a beaucoup de choses à dire. Nous, en effet, donc notre engagement le plus emblématique à ce jour, enfin l'un des plus emblématiques, reste le fait qu'on ait une carte aujourd'hui sans bœuf, sans avocat, sans cabillaud. Donc on vous a, donc depuis 2020, depuis 4 ans déjà, on vous a remis ici ces raisons. Pourquoi le bœuf ? On l'a vu, hein, c'est le produit alimentaire le plus impactant d'un point de vue carbone et de très très loin, mais pas que. Il est impactant sur tous les aspects environnementaux. C'est aussi le produit qui consomme le plus d'eau, qui est aussi le plus responsable de la déforestation importée, notamment à travers les cultures de soja en Amérique latine en particulier. Donc le bœuf a vraiment un impact environnemental 360 degrés extrêmement élevé, donc il est définitivement exclu de notre carte.
L'avocat, pour une autre raison, pour la consommation d'eau. C'est l'une des cultures les plus consommatrices. Donc vous le voyez ici, 1000 litres d'eau pour 1 kg d'avocat, ce qui est énorme. Et généralement dans des zones à sécheresse, à un risque de sécheresse très élevé, des zones chaudes. Donc on a une double peine là-dessus, avec des tensions sur les approvisionnements en eau dans ces zones-là. Et des conflits avec les populations locales sur ces sujets. Le cabillaud, dernier élément, c'est aujourd'hui l'espèce, vraiment l'espèce avec un grand L, emblématique de la surpêche. Qu'est-ce que veut dire la surpêche ? C'est des stocks en fait de poissons qui s'effondrent potentiellement, qui peuvent s'effondrer quand on vient en prélever beaucoup trop. Donc leur taux de renouvellement est négatif et nous on ne veut pas contribuer à ça sur certaines espèces dont le cabillaud fait partie et qui est aujourd'hui celle qui est la plus emblématique de ce sujet. On a parlé du Nutri-Score tout à l'heure. Sur les sujets environnementaux, quelque chose qui nous caractérise assez bien, c'est on essaie d'être pionnier dans plein d'éléments, notamment le Nutri-Score, comme l'a dit Caroline tout à l'heure. Il a été déployé en 2016 officiellement. Nous, il a été sur notre carte à partir de 2017. Donc on a fait partie des premiers à l'afficher. L'EcoScore, c'est pareil. On fait partie du consortium que vous voyez en bas, qui l'a créé. Alors nous, on n'a pas du tout eu la main mise sur l'algorithme. Ça, on a laissé les experts scientifiques, évidemment, se charger de ça. Par contre, vous voyez qu'il y a des acteurs emblématiques comme Yuka, l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, que vous devez certainement connaître, qui ont été dans ce consortium-là. Et depuis 2021, on est aussi très fiers de l'afficher sur toutes nos recettes, donc entrée, plat, dessert, vu qu'on a la main, comme on l'a dit au tout début, sur l'ensemble de leur création et de leur production. Donc l'EcoScore, c'est aujourd'hui une ACV, une analyse de cycle de vie complète. Donc vous le voyez ici, je ne vais pas rentrer dans le détail du cycle, mais toutes les étapes sont prises en compte. Par exemple, on a évidemment les labels. Le label bio est forcément un peu moins impactant. D'autres labels ne sont pas pris en compte parce qu'ils n'ont pas prouvé leur efficacité, comme le label HVE, haute valeur environnementale. Voilà, donc il y a des pondérations qui sont faites aussi sur ça. Donc c'est un score qui aujourd'hui est très robuste. Vous connaissez aussi sans doute le Planet Score, qui est un peu son pendant. Et c'est très important de le dire, ce sont des scores expérimentaux qui ont été faits par des consortiums d'acteurs qui ont voulu faire bouger les lignes. Et on est aujourd'hui en attente du score gouvernemental officiel, derrière lequel on se ralliera évidemment dès sa parution. Alors, du coup, un peu plus en action, donc l'EcoScore, donc vraiment avec cette mission de mieux informer pour mieux manger, permettre à nos clients et nos consommateurs de faire ça. Voilà globalement un exemple de comment l'EcoScore peut varier sur un même type de plat. Donc là, une bolognaise assez classique. Vous voyez qu'une bolognaise standard, donc qui contient de la viande de bœuf, celle qu'on connaît toutes et tous, est facilement EcoScorée D, donc avec le bœuf qui est là, qui a le plus fort impact, avec du coup une empreinte carbone qui est très très élevée, proche des 3 kg. Là où nos deux recettes donc internes chez nous sont une alternative donc avec de la viande, mais cette fois du poulet. Donc là, on passe de 3 kg à 1 kg. Et on a aussi une alternative végétale où là, on divise encore par 2 cette empreinte carbone. Et donc, on passe en EcoScore A, le niveau maximal de notation de l'EcoScore. Donc vous voyez qu'en fait, sur une même recette, et c'est pour ça que le triptyque savoureux, sain, durable est extrêmement important, parce qu'on veut montrer qu'une même recette, un même plat qu'on connaît tous et toutes, peut être gourmand de différentes manières et peut être bon pour la planète et bon pour la santé. Et aujourd'hui, chez FoodChéri, un peu comme le Nutri-Score, on est très très fiers de ce score-là. On a 87% de nos recettes, donc à la carte, que vous retrouvez tous les jours, qui sont en EcoScore A ou B, sachant que l'échelle pour l'EcoScore est identique à celle du Nutri-Score, donc elle va de A à E et non de A à G. Voilà, donc on fait beaucoup d'efforts là-dessus, notamment sur la végétalisation, mais il y a plein de leviers dont on va parler juste après, notamment avec la dégustation finale. Et en résumé, en fait, finalement, comme nos déjeuners et nos plats sont bons pour la planète, ils sont aussi bons pour la santé, comme on l'a vu, et ils sont aussi bons tout court. Bons pour la planète pour différentes raisons. On est très fiers d'avoir une carte qui est à 50% végétarienne. C'est très important parce qu'en fait, on a 15 plats, donc plats principaux par jour à la carte,
via notre modèle. On n'a pas présenté tout en détail, mais ce n'était pas l'objectif aujourd'hui. C'est-à-dire sur ces 15 plats, on en a 7 ou 8 qui sont végétariens ou végétaliens. C'est-à-dire que l'alternative végétale n'est pas une alternative, mais littéralement au cœur de la carte. Et dans cette grande alternative-là, vous avez le choix et vous pouvez vous faire plaisir de différentes manières. Voilà, ce n'est pas le plat à côté, c'est au cœur de notre offre. Il y a beaucoup de choses à dire. Alexandre a très bien parlé de lois qui sont très structurantes pour la restauration et que vous connaissez peut-être très bien, comme la loi Egalim, qui impose des taux de produits bio et de produits durables et de qualité dans la restauration. Nous, on a la chance aujourd'hui de proposer ça pour on a le plaisir aussi de proposer ça pour nos clients parce qu'on a 57% de nos achats qui sont compliant pour la loi Egalim et quasiment 30% qui sont bio en valeur. Je précise parce que la loi Egalim fonctionne en valeur, pas en volume. Comme on l'a vu tout à l'heure, 40% en volume, 29% en valeur. Et je tiens à préciser qu'on est quand même un des seuls acteurs de la restauration d'entreprise, si ce n'est le seul, à aller au-delà des exigences Egalim, ce qui est la moyenne du secteur est quand même extrêmement basse par rapport aux exigences. Ouais. Très bon point. Donc après, on a beaucoup de choses à dire. On n'a pas très peu parlé des emballages, mais on déploie aujourd'hui aussi une offre de réemploi. Qui est un énorme chantier, pas que dans la restauration. Donc on propose ça à différentes entreprises qui ont choisi de cette solution qui est forcément un peu plus coûteuse qu'une solution jetable. Donc c'est aussi un choix RSE et stratégique fort de vouloir proposer cette offre en réemploi, notamment parce qu'on a des coûts qui peuvent paraître invisibles mais qui pèsent vraiment, c'est-à-dire le lavage, la reverse logistique, donc la boucle qui ramène les plats du client jusqu'à nos cuisines en passant par notre prestataire de lavage qui lui-même va faire des tests bactériologiques pour dire ok, c'est bon, votre plat peut repartir dans vos cuisines. Donc tout ça, toute cette logistique du réemploi qu'on voit beaucoup sur le salon est encore assez méconnue. Donc faire le choix d'une vraie transition environnementale pour le packaging passe aussi par aujourd'hui un surcoût. Et on travaille notamment beaucoup avec Citeo et avec Circulaire, des acteurs très très engagés là-dessus, pour déployer un modèle qui soit viable aussi économiquement pour le plus grand nombre. Je me permets juste de conclure. Je tiens à remercier Caroline et Hugo d'avoir développé les 3 piliers un peu de la mission aujourd'hui de Food Chéri. Ces 3 piliers qu'on retrouve au quotidien donc sur les différentes solutions de restauration qu'on propose à nos partenaires, donc au travers en fait donc des solutions de comptoir en entreprise qui au-delà des valeurs, au-delà de porter les valeurs de Food Chéri, ont aussi la possibilité, parce que nous on se considère pas comme la restauration dite collective, mais plus de la restauration dite alternative, et par cela c'est vrai qu'on a des solutions extrêmement agiles qui permettent, avec, on le dit souvent, avec 15 mètres carrés disponibles de prise de courant, 2 frigos de stockage et une personne pour vous servir, de pouvoir nourrir plus de 150 voire 200 personnes au sein d'une même entreprise. Pourquoi ? Également parce que on va aussi produire dans notre cuisine centrale et on ne va pas cuisiner directement au sein de l'entreprise. Et donc voilà, ce savoureux, ce sain, ce durable. Moi, je vais revenir rapidement sur le durable, non pas parce que ça rime avec pro-durable, mais parce que c'est vrai qu'en début d'intervention, j'avais dit que c'était pas forcément la restauration, c'était pas forcément le levier sur lequel les entreprises jouent en fait ou pensent à jouer pour baisser leur empreinte carbone, pour améliorer leur politique RSE. Alors ce qui est compréhensible lorsqu'on est dans l'industrie, je pense qu'il y a des centaines de leviers, je pense, qui peuvent aller plus vite. Ce qui est moins le cas, je pense, dans le tertiaire, sur lesquels l'alimentation peut avoir un poids assez fort en fait là-dedans. Et c'est vrai que nous, on a quand même beaucoup de preuves en fait à vous donner. On parlait de l'empreinte carbone des plats. Alors on sait qu'on connaît l'empreinte carbone de nos plats qu'on propose. On connaît l'empreinte carbone des plats qui sont consommés par les salariés, par les collaborateurs de nos clients. On peut le comparer ça à une moyenne française et on peut en fait tout simplement dire au bout de 6 mois, au bout d'1 an, faire un bilan RSE et en fait communiquer à notre partenaire en fait que le tonnage en termes de CO2 qui a été économisé grâce à la solution de restauration. Encore une fois, quelque chose auquel on ne peut pas forcément penser tout de suite. Et en tout cas, je sais qu'avec les partenaires avec qui on travaille, c'est quelque chose qui est extrêmement apprécié, que ce soit pour leur communication interne, leur communication externe. Et donc voilà, comme l'avait dit Caroline, il y a une petite dégustation qu'on vous avait promise, parce que toutes ces valeurs, ce sain, savoureux, durable, vous le retrouvez sur nos solutions de comptoir, mais vous le trouvez également au travers de la nourriture que vous allez trouver sur ces comptoirs. Et on a voulu prendre un peu l'exemple du brassé Mimi. Alors je pense que Caroline en parlera mieux que moi, mais
permets-moi d'essayer, en tout cas d'avoir le même discours que toi tu pourras avoir. Mais le brassé Mimi qui est donc moitié lait de soja, moitié lait d'animal, et donc qui est en fait un peu le meilleur des deux mondes lorsqu'on le compare avec un dessert au soja, puisque ça va avoir un meilleur apport protéinique, mais un petit peu plus donc de graisse. Et lorsqu'on le compare avec un fromage blanc, voilà, au lait de vache, là, il y aura moins d'acide gras saturé, c'est bien cela. Et pour un impact en carbone qui sera bien meilleur avec un Nutri-Score A, un Eco-Score A. C'est un dessert qu'on retrouve au quotidien, en tout cas sur nos comptoirs Food Chéri. On l'a décliné, je crois, en pas mal de saveurs. On en a 2 qui sont là aujourd'hui. Je n'ai pas en tête les 2 saveurs, peut-être que Karine, tu pourrais les expliquer. Mais... On vous a apporté, on a développé plusieurs parfums, mais là on a apporté noisette et vanille. On a repris des parfums classiques qu'on trouvait aussi dans le commerce pour les yaourts. Donc on en a avec des lits de fruits rouges, des lits de fruits exotiques, et on en a fait des nouveaux avec des granolas. Et juste, je voulais amener un petit complément culinaire, parce que là, tu as été très santé, bravo. En fait, le monde du végétal en cuisine, il amène des saveurs végétales qui parfois peuvent être un peu vertes, aller sur les amers, etc. D'ailleurs, ceux qui mangent parfois des brassés au soja vous devez voir ce que je veux dire. C'est pas forcément un goût qui plaît pas forcément. À l'inverse, le monde de l'animal et notamment dans les produits laitiers, il amène de la rondeur en fait. Quand vous mixez les deux, vous avez, comme tu l'as dit, le meilleur des deux mondes. Et je pense même que pour faire une transition, ça c'est vraiment un bon exemple parce que les yaourts au soja ne sont pas forcément du goût de tout le monde. Et là, vous allez voir pour ceux qui vont les goûter, en fait, là, on a quelque chose de très gourmand, ce qui est vraiment notre objectif premier, c'est de faire de la transition, en fait, quelque chose de gourmand et de désirable. Et on oublie presque, je pense même qu'en fait, qu'il y a du soja derrière. Donc, bonne dégustation. Merci beaucoup. Et j'ai une bonne nouvelle, on a réussi à tenir le timing, les amis. Je pensais que c'était pas gagné. Et en tout cas, je tiens à vous remercier en tout cas pour votre attention. Vous pouvez d'avoir joué le jeu aussi avec votre téléphone. Et je crois même que tu as un vainqueur. Je te laisse annoncer que tu as verrez, hein, okay. Donc on a un vainqueur, donc Laurent, qui est dans la salle, j'espère encore. On a le plaisir de vous offrir, si vous êtes là. Non. Mince. Mais on avait le plaisir de lui offrir un livre Food Chéri, donc notre livre de recettes qu'on a fait aussi maison. Voilà. Moi non plus. Mais bon. Le deuxième, du coup. Ou la deuxième, peut-être. On continue. Mais du coup, Sophie. Est-ce que Sophie est là? Non, on a des. Émilie. Mm-hmm. Ah, Émilie, bravo. Bravo, Émilie. Bravo, Émilie. Merci pour votre écoute et merci à tous. on va vous proposer du coup de déguster les Mimi.